affaire-là, ouais. Mais je sais pas trop quoi en penser. Je vais avoir besoin d'éclaircissement, comme on dit. Celle-là, j'ai de la misère à me l'expliquer un peu. Ben, en fait, tout le processus, là, j'ai un peu de misère à m'expliquer tout ça. Le projet de loi 61 n'a pas passé hier. Le fameux projet de loi qui a été décrié. Je ne sais pas si vous avez autant été inondé que moi de publicité sur les internets, sur le projet de loi 61. Les fameux graphiques, là, projet de loi 61 avec voici ce que ça va empêcher. À un moment donné, j'ai quasiment cru que le projet de loi 61 allait nous transformer en République soviétique russe. Là. Je me suis dit, on va se transformer en dictature, en régime totalitaire. Mais honnêtement, il y en a quand même qui sont déçus ce matin de voir que le projet de loi n'a pas passé. Je lisais notamment les gens dans l'industrie de la construction dans le Journal de Québec ce matin qui prétendent que ça va retarder de beaucoup certains projets qui auraient pu commencer là, mais qui commenceront pas avant l'automne, avant qu'on ait une entente, puis avant que ça ait repris, parce que hier, on n'a pas été capable de s'entendre avec l'opposition pour accélérer certains projets. Ce que je comprends du projet de loi 61, c'est que ça met sur la fast track certains projets, où ça devait mettre plutôt, parce que finalement, on n'a pas réussi à s'entendre avec les oppositions avant la fin de la session, qui est arrivée hier. Mais je suis pas certain de comprendre exactement où ça achoppe. Puis je suis surtout pas certain de comprendre toutes les technicalités du projet de loi 61. Pour nous décortiquer tout ça et pour savoir qu'est-ce qui fait que ça n'a pas passé, Maître Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et politologue. Bonjour. Bonjour. Je vais avoir peut-être besoin d'un cours 101 sur le projet de loi 61 parce que j'ai de la difficulté à m'expliquer à quel point c'était un projet de loi qui allait nuire aux instances démocratiques et pourquoi est-ce qu'il a été tant décrié que ça? Une grosse job quand même un samedi matin, 7h30. Oui, ben c'est pour ça que allons-y morceau par morceau. Là. Tu sais, d'abord, qu'est-ce qui fait en sorte que ce projet de loi-là a été qualifié, entre autres, par les oppositions, puis par tout ce qu'on a vu passer comme campagne sur les réseaux sociaux, comme étant un projet de loi qui était inquiétant? Moi, je vais y aller avec le truc le plus important, puis on ira, si vous voulez, après ça, dans les détails, entre guillemets, ou les illustrations. Oui. C'est que le projet de loi 61 proposait un truc qu'on voit jamais là, dans une démocratie, dans un état de droit sérieux. Proposait que le gouvernement, qu'un ministre du gouvernement puisse par lui-même, tout seul, unilatéralement, sans discussion, amender une loi qu'on considère pourtant importante. Par exemple, la loi sur la qualité de l'environnement. Habituellement, quand une loi est adoptée, évidemment qu'elle est adoptée à l'Assemblée nationale, votée par les 125 députés qui en ont discuté, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, qu'il y a eu des experts qui se sont fait entendre en commission parlementaire et ainsi de suite. Puis après ça, on dit que le peuple a voté la loi, essentiellement. C'est comme ça ici, puis c'est comme ça dans la plupart des assemblées législatives sérieuses. C'est ça l'idée de la démocratie qu'on a. On le vote pour un député qui, lui, appuiera ou non un projet de loi quelconque. Oui. Or, au projet de loi 61, c'est l'inverse qu'on a fait. On a décidé que ce serait à un ministre, X ou Y, d'amender à lui tout seul l'ensemble d'une loi qui a été votée par tout le monde. Donc, c'est le contraire habituellement de tout ce qu'on enseigne dans les facs de droit, dans les facultés de sciences politiques. C'est un peu comme si l'Assemblée nationale perdait ses pouvoirs. Et là, ce qui est encore plus choquant, c'est que on invoquait pour ça l'état d'urgence sanitaire. On dit, là, c'est bien urgent, là, l'urgence sanitaire, vous comprenez bien. Mais l'urgence en question, on disait qu'elle allait durer 2 ans. Oui, ça, c'est le bout étrange, ça. Une urgence de 2 ans, c'est plus vraiment une urgence, tant qu'à moi, 1, puis 2, l'état d'urgence sanitaire, vous êtes vraiment en train d'invoquer ça alors qu'on est en train de déconfiner le Québec au complet. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est bon ou pas bon de déconfiner, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu peux pas m'invoquer l'état d'urgence sanitaire si, en même temps, tu déconfines à fond la caisse. On avait ramené ça à 6 mois, par la suite? Oui, on a rebaissé ça à 6 mois, mais c'était renouvelable. Donc, à moins de prendre les gens pour des épaisses qui ont essayé, d'ailleurs, c'est assez clair que ça aurait pu être renouvelé. Et si vous calculez comme il faut, pourquoi on voulait faire ça? On invoque l'urgence sanitaire, mais on dit que c'est pour relancer l'économie du Québec. Mais c'est pas la même affaire. Et cette relance de l'économie, puis je dis pas que c'est mauvais de faire une relance d'économie, ça n'a aucun rapport, mais cette relance-là, dans ce cas-ci, dans le cas de PL 61, était basée sur essentiellement 202 projets d'infrastructure
qui sont, pour la très grande majorité, presque la totalité des promesses électorales de la CAQ, qui est correct. Sauf que ces 202-là, presque la totalité de ceux-ci, en fait, tombaient dans des comtés caquistes. Ça fait qu'il y a déjà pas mal Duplessis. Puis si je vous dis 2 ans, qu'est-ce qui va arriver dans 2 ans? Bon, on va être en juillet 2022. Les élections, c'est quand? Regardons, c'est en octobre 2022, donc on commence la campagne aussitôt que l'état d'urgence aurait été considéré comme étant terminé. Donc ça pour dire que c'est un tour de passe-passe à ce niveau-là. Ça, c'était assez évident. On invoque des trucs qui n'existent pas pour vrai. En fait, c'est des superfuges, c'est des faux fuyants. Et en plus de ça, on va à l'encontre d'un principe fondamental de la démocratie parlementaire, peut-être son principe le plus fondamental. Vous avez peut-être vu, il y a une couple de semaines, le gouvernement Legault a fêté, mais en fait, a salué la fête des patriotes en disant ils en ont fait beaucoup pour le Québec, leur sacrifice et tout. Mais les patriotes, qu'est-ce qu'ils ont fait essentiellement? Pourquoi ils se sont battus? Les patriotes se sont battus principalement pour ce qu'on appelle le gouvernement responsable. Un gouvernement responsable, c'est quoi? C'est un gouvernement qui répond de ses actions à l'Assemblée nationale, qui répond aux questions de l'opposition, qui accepte de se faire challenger en Chambre. Or, ici, le projet de loi 61 faisait exactement le contraire en disant à l'Assemblée nationale, mêle toutes tes affaires, on va gérer ça le Québec à 100%, on ne veut plus se faire poser de questions, on veut plus aller en Chambre pour qu'il y ait une première lecture, deuxième lecture, on n'en veut plus des experts, on n'en veut plus des groupes d'opposition, c'est le ministre XY qui va décider pour l'ensemble du Québec, la démocratie repose dans son bureau, puis mais tu sais, sans dire que la CAQ avait raison sur tous les tableaux, parce que il y avait effectivement des points qui ont été soulevés qui étaient un peu plus douteux. Mais l'essentiel, le fond du projet de loi 61, c'était d'accélérer certains projets qui allaient permettre de relancer l'économie, puis rapidement, pour que, entre autres cet été, parce qu'on est au Québec, puis c'est l'été, qu'on est capable d'accélérer les travaux, notamment en construction. Moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce projet-là, en se disant, c'est vrai que les délais sont longs, là. Tu sais, à chaque fois que tu as des études, puis par-dessus études, puis là, faut que tu aies une commission, puis là, après ça, tu as l'impression que ça va prendre toujours plus de temps qu'ailleurs au Québec avant de lancer un projet. Je me disais, à quelque part, il y a un motif qui est intéressant dans ce projet de loi-là en voulant accélérer le processus qui nous semble parfois exagérément long, là. Ça, là-dessus, on va être d'accord, vous et moi. Effectivement, c'est vrai que c'est long au Québec. Je suis pas un spécialiste de l'affaire, mais ça, tout le monde est assez bien au courant. Ceci dit, moi, mon problème, évidemment pas avec ça. Moi aussi, je suis d'accord pour que ça aille plus vite. Mais la question, c'est que si tu veux que ça aille plus vite, agis selon les règles du jeu. Et si les règles du jeu ne font pas ton affaire, t'as juste à les modifier en conséquence, en respectant le régime démocratique en place. La CAQ a 75 députés à ce moment-ci, au moment où on se parle. Elle est majoritaire et de loin. Elle est capable de faire passer tout ce qu'elle veut passer. Pourquoi elle n'a pas fait tout simplement prolonger la session parlementaire d'1 semaine ou 2 semaines? Pourquoi on n'a pas décidé d'approuver directement certains des projets en question? Ils auraient pu le faire, ça, à l'Assemblée nationale. Par morceau? Ils auraient pu le faire par morceau? Ou même par morceau, ou même par bloc, en disant, OK, on en a 202, let's go. Ça va être une grosse semaine, là, mais on y va. Puis là, évidemment, au lieu de passer 4-5 jours à essayer de nous passer un projet de loi qui, par ailleurs, si ça avait été adopté 61, ça rentrait dans le mur du judiciaire. Ça. Les tribunaux auraient cassé ça dans le temps de dire tu peux pas décider en démocratie, tu peux pas amender une loi quand tu es un simple ministre par voie de règlement. Je veux dire, il y a personne qui fait ça dans le monde, sauf peut-être en Corée du Nord. Là, je pense pas qu'on soit rendu là. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait juste à les prendre par morceaux. Et puis, pour le reste, les autorisations, il y en avait déjà obtenu pas mal. Écoute, la CAQ a été élue en octobre 2018. Là. Mm-hmm. C'est-à-dire, ça fait quand même bientôt 2 ans. Puis c'est des promesses électorales, donc, qui ont été rendues avant, par définition. Pourquoi, là, tout à coup, fallait que ça parte là, dans le lendemain, sinon c'était la fin de. Ça, c'était une espèce de magouille pour faire porter à l'opposition le poids d'un refus du projet de loi 61. Il n'y a rien qui empêchait le gouvernement d'agir même avant ça. Et là, actuellement, si c'est vraiment ce qui manque, moi, je trouve ça douteux qu'on ait attendu 2 ans pour ces projets-là, puis là, qu'on dise vite, pour que ça passe en fin de semaine, sinon ça passera jamais. Là, qu'on les prenne à la pièce, tout simplement, ou en bloc, par région, ou par secteur, plutôt, peu importe.
puis qu'on passe une couple de jours à l'Assemblée nationale, ça aurait été pas mal plus rentable que de niaiser pendant 4 jours sur un projet de loi qui s'en allait dans le mur de toute façon au final. Mais moi, je suis pas convaincu que l'opposition a le beau jeu dans cette histoire-là, parce que je me dis, là, comme de ce que j'ai compris techniquement là dans les lois du Parlement, comme ça passait après le 15 mai, il fallait absolument qu'il y ait l'autorisation de l'opposition ou un certain accord pour pouvoir poursuivre en commission parlementaire. Donc, il n'y aurait pas pu, tu sais, certains disent, ben oui, mais la CAQ était majoritaire, il y avait juste à approuver puis faire passer ça, le projet de loi 61, il n'y avait pas de problème. C'est plus complexe que ça, ce que j'ai compris. Mais là, ce qui va arriver, c'est que l'opposition puis le Parti libéral en tête, ceux qui se sont braqués contre ce projet de loi 61-là, ils pourront plus critiquer l'avancement des projets de CHSLD puis la relance parce que à chaque fois, la CAQ va leur remettre sous le nez. Ben oui, vous voyez bien, s'il y a des retards, c'est parce que vous avez décidé de retarder le projet de loi de 61. Si vous aviez accepté de collaborer, on n'en serait pas là. Ben, vous voyez, c'est exactement là qui est le problème. D'après moi, c'est un peu ça que j'essayais de dire. La CAQ était capable déjà de faire bouger ces projets-là. Pourquoi elle attend la dernière minute comme ça? C'est pour faire porter le blâme sur les épaules d'opposition. Et là, on se comprend bien, je suis pas en train de défendre l'opposition, je suis pas en train de défendre le Parti libéral, ça n'a rien à voir, mais reste à un moment donné où en politique, il faut que tu sois capable de défendre des principes. Puis le principe de base, tant qu'à moi ici, c'est le plus important possible, c'est-à-dire que on a une démocratie parlementaire au Québec, puis on va la respecter. Là, le reste, là, que ça soit pour le CHSLD X, puis pour le pont Y et tout ça, je comprends que c'est important, évidemment, puis je comprends qu'il faut que ça aille vite, puis je veux que ça aille vite. Mais qu'est-ce qui explique, et je repose encore la question, qu'est-ce qui explique qu'on n'a jamais bougé encore, puis ça fait 2 ans que le gouvernement est élu? Moi, je trouve que ça a l'air d'être pas mal arrangé, cette histoire-là, par définition. Puis pour le reste, ces processus-là, je veux dire, on n'est quand même pas en Union soviétique, là, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a quand même une manière de continuer une espèce de dialogue, mais de bouger les trucs aussi en même temps. Puis ils ont essayé de faire porter le blâme sur l'opposition. Hier, Christian Dubé est sorti en disant la ligne bleue à Montréal, oubliez ça, il n'y en aura pas de prolongation là à cause de l'opposition. Mais ça fait 40 ans, de toute façon, qu'on l'attend rendu là. Je veux dire, c'est quoi cette espèce d'affaire-là? Comme là, il fallait que ça joue absolument à la fin juin. Et puis, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de mettre ce projet-là sérieusement sur les rails? Dites-moi donc ça. C'est la faute de Gaétan Barrette si le gouvernement va pas de l'avant avec la prolongation de la ligne bleue? On va trouver un moyen de blâmer quelqu'un d'autre, là. Je veux dire, c'est certain. C'est exactement ça l'affaire. Puis c'est ça le pari de François Legault. Il s'est dit, on fait passer le projet de loi 61. Pourquoi? Parce qu'il y a 83% des gens qui m'appuient au Québec de manière générale. Ça, c'est un taux d'acceptation qui est quasi soviétique, encore une fois. Les gens nous adorent, c'est parfait. L'opposition est désorganisée, c'est vrai. Les gens aiment pas les libéraux, c'est vrai. Fait qu'on va être capable de faire le tour de passe-passe. Puis si jamais ça fonctionne pas, on dira que c'est la faute de l'opposition qui expliquera absolument tous nos malheurs. D'ailleurs, je vous soulève la question suivante. On parlait de Duplessis tout à l'heure, je vais soulever ça rapidement. Ouais. Sur les 202 projets, si tu as la quasi-totalité de ces projets-là qui sont prévu dans des comtés caquistes. Tu trouves pas que ça fait Duplessis un peu électeur, électrice, électricité? Ben moi, j'ai trouvé ça bizarre jusqu'à ce que je réalise que, dans le fond, c'est 60%, donc c'est par rapport au nombre de députés de la CAQ qui ont essayé de mettre ça de façon équitable. Oui, mais tu sais, sur les maisons des aînés, là, je veux dire, le problème des CHSLD puis de la pandémie, il est où? Il est dans les CHSLD. Puis il est à Montréal. Particulièrement à Montréal. Ben, sur les 38 maisons des aînés, il y en avait 2 qui en allaient à Montréal. Ça, je vous le donne. Là, je sais que je suis peut-être pas la meilleure radio pour défendre Montréal, puis moi, je suis pas de Montréal non plus. Là, je vous parle de Saint-Michel-des-Saints, là, je veux m'excuser tout de suite. Mais j'essaie juste de dire que, ça n'a pas de maudit bon sens, là. Tu vas en donner 2 sur 38 à la métropole. Je veux dire, là, qu'on aime ou pas Montréal, c'est pas ça la question, mais c'est clairement qu'on distribuait les nananes dans des comtés caquistes. Et ça, il y a quelque chose d'assez gros là-dedans qui méritait d'être dénoncé. Puis ils se sont dit, la plupart des députés vont vouloir avoir leur part de nanane, fait qu'on va être capable de négocier ça. Je sais, c'est des gens au gouvernement qui me l'ont dit. L'opposition va finir par se tasser avec nous parce qu'ils veulent avoir les nananes en question. Et là, qu'on se comprenne bien, je dis pas que ces projets d'infrastructure-là sont mauvais, sont probablement même très bons pour la plupart, peut-être excellents. Mais il y a un processus en place, puis je vais finir avec ça. Si on veut le modifier, le processus, on peut le modifier toujours de manière démocratique. C'est pas impossible de faire ça. Par exemple, il y en a qui disaient, oui, mais la loi, c'est les appels d'offres, le plus bas soumissionnaire conforme, faudrait changer ça. Mais parfait.
mais changez-le avec la loi à l'Assemblée nationale, pas par un ministre qui est assis dans son salon puis qui a décidé que ça allait marcher comme ça. Ils ont même prévu que les municipalités pourraient ne plus respecter les principes d'appel d'offres. Hey, on vient de sortir de la commission Charbonneau, là, qui a conclu qu'il y a pas du racisme systémique au Québec, mais qu'il y a de la corruption systémique en matière de construction. Alors là, on va laisser les municipalités, n'importe laquelle, comme ça, choisir avec qui il fait affaire, peu importe le prix, peu importe le montant, peu importe les compétences. Je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, si on veut vraiment corriger la loi sur les appels d'offres, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas un spécialiste. Peut-être qu'on pourrait faire mieux, j'en doute pas. Mais qu'on le fasse à l'Assemblée nationale, puis qu'il y ait un débat là-dessus, puis qu'on entende des histoires, puis qu'on passe à d'autres choses après, puis qu'on l'allège ou qu'on fasse ce qu'on voudra bien. Mais on ne donne pas on met pas dans les mains d'un ministre le pouvoir total de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas de bon sens. Maître Bérard, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Est-ce que ça éclaire un peu? Ça éclaire beaucoup. Merci. OK. Bon week-end, Maître. Merci. Salut. Vous aussi, Maître Frédéric Bérard, qui est avocat, docteur en droit et politologue. Beaucoup de réactions. Les gens qui sont soit d'accord, soit pas d'accord. Certains trouvent que Maître Bérard était assez contre le projet de loi. Mais c'est un fait, là, je veux dire, lui, c'est pas un politicien, là. Le gars, il regarde le côté légal, puis du côté des institutions de la chose. Puis lui soulève que quand tu regardes ça, on passe pas mal par-dessus les institutions, puis par-dessus certains processus démocratiques. Puis d'un certain angle, c'est vrai que ça peut avoir l'air douteux. Puis c'est un peu ce que l'opposition a fait valoir hier. Là, la réalité, c'est que là, on a un gouvernement. On était habitué au Québec d'avoir des gouvernements majoritaires où eux décidaient tout. Mm-hmm. Là, dans ce cas-ci, on se retrouvait quasiment dans une situation de gouvernement minoritaire parce que la loi avait été déposée après le 15 mai. Puis c'est pour ça que je soulignais le principe, parce que ça fait en sorte que tu te ramasses à devoir négocier avec l'opposition, puis il n'y avait pas le choix d'essayer de s'entendre. Puis ça n'a pas passé. Moi, je suis le premier à me dire, j'ai l'impression que ça avance pas nécessairement assez vite. Puis pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire avancer ça? Puis allons-y. Remarque que certains disent que c'est vrai que si tu passes par-dessus certains principes, c'est un petit peu bizarre. Remarque, on verra bien. Là, Simon-Jolin Barrette a dit que son téléphone était ouvert en fin de semaine, que si l'opposition voulait l'appeler pour reprendre ça lundi, il était ouvert. J'ai pas l'impression que ça va arriver, malheureusement. 7h53.